on arrive enfin au jour même du vol et donc on va utiliser l'outil Skies pour obtenir les notables, la météo et tout ça pour le vol. Alors voilà, une fois que je me suis connecté avec mon compte sur Skies, ici vous avez des onglets dans le sens vertical avec l'AIP effectif. Vous avez ici la section Flight Planning qui vous permet de faire un plan de vol. Notez que si vous faites un full stop à Liège, enfin quand vous décollez ou vous rentrez en contrôlé, vous êtes censé faire un plan de vol. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais ça se trouve donc dans l'outil de Skies. Alors, surtout ce que je veux vous montrer, c'est ces deux sections-ci, Météo Information. Alors, dans Météo Information, vous pouvez aller chercher individuellement juste les informations météo. Par exemple, pour toute la Belgique, on veut le METAR, le TAF et le GAMET. On fait Retrieve Opmet et on a le METAR, TAF. C'est utile si, par exemple, la veille du vol, vous voulez déjà savoir si vous avez des chances ou pas de voler en vol à vue. On va remonter. Quoi d'autre d'intéressant? Vous avez la section Remote Sensing, en fait c'est le radar météo. Vous pouvez voir là où il y a des précipitations, localiser éventuellement un front, etc. Mais bref, voilà dans la section météo le genre d'infos que vous avez. Puis vous avez la partie qui va nous intéresser le plus, c'est la partie Pre-Flight Information. Alors dans Pre-Flight Information, vous avez différentes sections. Et vous avez la section NOTAM Summary, vous pouvez cliquer dessus, voilà, et vous allez avoir toute la flopée de NOTAM pour les différents aéroports et aussi pour tout l'espace aérien, espace golf dans lequel vous pouvez avoir des activités, des zones activées, etc. Mais donc voilà où se trouvent les NOTAM. Alors, ATIS, c'est une section qui peut être intéressante si vous voulez spécifiquement, par exemple, savoir quelle est la piste en service. Si vous avez un vent qui est fort transversal par rapport à une piste, tiens, c'est quelle piste en service si vous voulez savoir ça avant votre vol, voilà, vous cliquez par exemple Charleroi. Pour le moment, c'est la 24 et il est 16h50 sous l'eau. On va remonter. Alors, au niveau de la préparation spécifiquement pour notre navigation, très souvent, je vois que les élèves vont chercher la météo pour tel aéroport à gauche, la météo pour un autre aéroport à droite, on va chercher les NOTAM en haut, on va chercher une autre information en bas. Bref, finalement, en fait, on fait tout un tour dans le site de Skies et c'est vraiment très dommage parce que Skies propose un outil qui permet de trier sur le volet tout un profil de vol. C'est ce qui s'appelle un PIB. Et donc en fait, ici au niveau des onglets verticaux, quand vous préparez un vol, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de faire un PIB pour tout le profil de vol, plutôt que d'aller chercher des informations de manière individuelle. Donc vous cliquez sur Pre-Flight Information, et là le premier onglet c'est lui-même PIB, Pre-Flight Information Bulletin. Dans PIB, vous avez différentes manières de créer un PIB. La manière la plus logique, c'est de faire un PIB avec l'onglet du milieu Aérodrome and Sphere. Alors dans Aérodrome and Sphere, vous allez tout d'abord mettre les différents aérodromes qui concernent votre vol, à savoir votre départ, votre destination, aussi vos alternates, que ce soit les alternates de la destination ou les alternates in route. On a notre départ, on a notre destination, on a des aéroports en route, on va mettre la FIR. Donc la FIR, donc Flight Information Regions, ça va nous donner les NOTAM pour tout l'espace en dehors des aérodromes. On va juste mettre la FIR de BBU. Maximum Requested Level, on va mettre Flight Level 70. Voilà. Comme ça, il va déjà bien élaguer. Si on allait là-dedans, en fait, on aurait toute la flopée de NOTAM
de manière non triée. Ici, on est occupé à affiner en fait les choses. Donc maximum flight level 70, a priori, pour ce vol-ci, on ne va pas monter au-delà du niveau de vol 7.0. Ok, on va continuer à élaguer, c'est-à-dire que on va demander les NOTAM pour du VFR. On va cliquer là sur VFR. Ensuite, inclure les NOTAM militaires. Bah oui, pourquoi pas. On va mettre oui. Par contre, l'onglet au-dessus, exclure les navigation warnings, là, ne surtout pas cliquer, puisque non, les navigation warnings, c'est pour vous dire, tiens, telle zone prohibée, restreinte, dangereuse, est active ou non. Justement, ça, on veut le savoir. Donc là, il ne faut surtout pas cliquer. Donc, surtout pas cliquer, cliquez. On veut METAR, TAF, Gamet. Et là, on va faire Retrieve Briefing. Voilà, la magie va opérer parce que vous allez avoir un package d'informations pour tout votre profil de vol et qui est bien trié. Donc, si on remonte, voilà, vous avez le NOTAM pour Namur, pour Charleroi, pour Florène. Puis vous avez la météo pour les différents aéroports, METAR et TAF pour Charleroi, Florène, Liège. On va continuer à descendre. Et enfin, vous avez les NOTAM in route pour la FIR. Voilà. Ben oui, qu'il faut lire avant le vol. Hein. Et ici à la fin, vous avez le gamète. Vous avez ici le vent et la température qui est donnée pour 1000 pieds, 2000 pieds, 5000 pieds, 10 000 pieds. Hein, on a 240 degrés, 5 nœuds à 1000 pieds avec une température de moins 0,2 degrés. Ces valeurs de 1000 pieds, 2000 pieds, 5000 pieds, faites attention, ce ne sont pas des altitudes, ce sont des hauteurs. Vous pouvez aussi faire une interpolation. Si jamais vous volez à 1500 pieds de hauteur, en moyenne, eh bien, ça va vous donner un vent de 230 degrés, hein, entre 240 et 220, et une vitesse de 7 à 8 nœuds. Voilà, et vous avez la température qui va notamment vous permettre de calculer votre tasse. Alors, j'ouvre vite fait une parenthèse pour vous inviter, en parallèle de votre PIB, à aller visualiser les Daily Warnings. Alors, c'est l'onglet qui est juste à côté à droite de PIB. Et dans Daily Warnings, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pour la date du jour, par exemple le 6/2/2025, vous avez tout en bas une Interactive Daily Warning Charts. Et si vous cliquez dessus, vous allez avoir une carte assez intéressante qui en fait reprend avec un petit point jaune toutes les zones ou activités étant reprises par un NOTAM. On avait vu dans le PIB qu'on avait toute une série de warnings pour les zones activables par NOTAM ou les activités annoncées par NOTAM, mais on avait vu que ça pouvait être un peu lourd à lire. Eh bien, allez voir la carte Daily Warning, ça peut être pas mal, ça peut un peu clarifier les choses. Par exemple, ici à Florène, vous avez un petit point jaune. Eh bien, si vous cliquez dessus, en fait, vous allez retrouver le NOTAM concerné. Et donc aujourd'hui, la Restricted 06 Bravo de Florène est active avec l'horaire. Donc en fait, simplement, c'est sur une carte une reprise des zones ou activités annoncées par NOTAM. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la carte des Daily Warnings pour le jour même, mais vous avez également la prévision des zones qui seront actives pour le lendemain. Donc ici pour le 7/2 par exemple. Et donc si vous préparez un vol, ça peut être pas mal d'aller checker les zones qui sont censées être activées pour le lendemain. Parce que ça pourrait influencer évidemment votre routing dans le cas où vous devriez éviter une zone. On va continuer à compléter le navlog avec le vent.
Et quand vous lisez le gamètre, il est mis à 1000 pieds. Vous avez par exemple un vent du 200 degrés, 30 nœuds. C'est 1000 pieds, c'est une hauteur. Et donc en fait, vous devez analyser le long de votre route quelle est la hauteur du sol et de faire la différence entre votre altitude de vol et la hauteur du sol. Alors, si vous analysez la carte, vous avez l'élévation du sol qui est notée en noir sur la carte. Donc là, on a 778 pieds au niveau de Sierra, et ainsi de suite. Là, on a 915 pieds, etc. Alors, si vous analysez ça pour toute notre route jusque Liège, le sol est en moyenne à 800 pieds. Et nous, on vole 2000 pieds, 2200 pieds. Alors, on va, pour simplifier notre exemple, estimer que le gamètre donne le même vent aussi bien à 1000 pieds de hauteur qu'à 2000 pieds de hauteur. Et ce vent, on va dire qu'il est de 200 degrés 30 nœuds. Et on va imaginer donc que pour notre vol, à ces 1000 pieds de hauteur, on a une température de 10 degrés. Alors, donc on a un vent de 200 degrés 30 nœuds qui va rester le même tout au long du vol. Et on a une température de 10 degrés. La colonne suivante, en fait, c'est notre vitesse de vol. Alors, académiquement, en fait, quand on vole sur un avion, on va dans la section performance du manuel de vol. Et dans cette section performance, on aura une publication pour les performances de croisière. Alors prenons un manuel de vol. Ici, j'ai pris un manuel de vol pour un Sonaka 200. On va un peu simplifier les choses. On vole grosso modo à 2000 pieds. On va choisir de voler avec 5000 RPM. Et donc, ça va nous donner une vitesse indiquée de 98 nœuds. Alors, le tableau vous donne une true airspeed, mais il faut savoir que cette true airspeed 102 nœuds, elle n'est valable que pour les conditions standards données dans le tableau, à savoir 11 degrés à une altitude pression de 2000 pieds. Alors évidemment, d'un jour à l'autre, vous êtes rarement en conditions standards. Et donc, vous devez convertir votre vitesse indiquée en une true airspeed. Et pour ce faire, vous avez besoin toujours du manuel de vol, parce que vous allez dans un premier temps devoir convertir la vitesse indiquée en une vitesse calibrée, la fameuse CAS. Et après, vous devez convertir cette vitesse calibrée en true airspeed. Alors, on a décidé de voler à 5000 tours. On va rester dans le manuel de vol et on va voir quelle va être la vitesse calibrée pour ces 98 nœuds. Alors pour cet avion-ci, en fait, vous allez voir que par chance, la vitesse indiquée est quasiment toujours égale à la vitesse calibrée. En effet, à 98, on est plus ou moins ici, tac, et on arrive à une vitesse calibrée qui est elle aussi de 98 nœuds. Maintenant, pour calculer notre vitesse vraie à partir de la vitesse calibrée, on a besoin de la pressure altitude ainsi que de la température. Alors tout d'abord, pour calculer cette pressure altitude, je conseille de faire le petit dessin suivant, c'est-à-dire de représenter le niveau de la mer avec des petites vagues, ainsi que la trajectoire en noir par exemple de notre avion. Et dans notre avion, on a un altimètre en rouge. Ok, alors pour simplifier les choses,
on va considérer en fait qu'on fait pour notre vol toute notre croisière à 2200 pieds. Et donc, cette altitude, c'est une altitude QNH, c'est-à-dire une élévation par rapport au niveau de la mer. Hein, comme vous savez, le QNH, c'est la pression atmosphérique au niveau de la mer, et donc notre avion, il vole à 2200 pieds. On va imaginer pour notre vol que le QNH à Charleroi et à Liège reste stable avec une valeur de 990 hectopascales. Alors pour obtenir la pressure altitude, une manière usuelle de définir l'altitude pression, c'est de dire que l'altitude pression, c'est l'élévation de l'altimètre par rapport au niveau de pression 1013 hectopascales. Et donc en faisant ce petit dessin, eh bien, il suffit de se demander où se situe le niveau 1013 hectopascales par rapport à notre QNH du jour. Eh bien, 1013 hectopascales, c'est une pression plus élevée que 990, et rappelez-vous, la pression augmente lorsque l'altitude baisse, et donc 1013 hectopascales sera situé à un niveau plus bas. Et donc on dessine la ligne de pression pour 1013 hectopascales. Et comme je vous ai dit, une manière usuelle de définir l'altitude pression, c'est de dire que l'altitude pression est l'élévation de l'altimètre par rapport au niveau 1013. Eh bien, que vaut cette élévation de l'altimètre par rapport au niveau 1013 ? Dans cet exemple-ci, ce sera la somme des 2200 pieds plus l'écart entre le niveau de la mer et 1013 hectopascales. Alors, en atmosphère standard, 1 hectopascal correspond à plus ou moins 30 pieds d'élévation. Et donc, l'écart entre le niveau 1013 et notre QNH, on a quoi? On a 23 hectopascales, donc ça va nous faire 23 fois 30 pieds, ce qui va nous faire 690. Résultat des courses, on a une pressure altitude de 2890 pieds. On va passer à l'étape cruciale, qui est le calcul du cap, de la vitesse sol et du timing. Alors crucial pourquoi? Parce que la base de la navigation, c'est la précision du cap et la précision du timing. Pour ces calculs, je vous invite à utiliser le computer plutôt que d'aller sur des calculateurs électroniques. Utiliser le computer, au moins, ça permet d'entretenir nos cheminements cérébraux. Et pour ces calculs, on va utiliser la face arrière du disque du computer. Donc la face arrière. Et avant de rentrer dans le détail du calcul, il est important de faire une présentation de la fameuse plaque. Alors vous avez deux faces. Vous avez une face avec un H pour high speed. C'est une face que, a priori, on ne va pas utiliser au niveau du PPL vu la vitesse des avions qui sont utilisés. Et donc, on va s'intéresser à ce qu'on a sur la face low, pour low speed. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette face low speed? En fait, basiquement, deux choses. On retrouve des vitesses d'une part, et d'autre part, des dérives en degrés. Alors, en ce qui concerne les vitesses, vous lisez votre vitesse ici dans le sens vertical, avec 40 nœuds tout en bas, ensuite 50, 60 et ainsi de suite jusqu'à 300 nœuds. À chacune de ces vitesses va correspondre en fait l'arc sur lequel on lit la vitesse. Voilà l'arc pour
la vitesse de 300 nœuds. En ce qui concerne la lecture des vitesses, vous voyez que vous avez chaque fois un petit bloc, vous voyez, une unité, un petit bloc. Eh bien, dans le cas des vitesses, un petit bloc correspond à 2 nœuds. Par exemple, ici, entre 160 et 170, eh bien, si vous comptez, vous avez 5 petits blocs pour 10 nœuds, ce qui fait donc un petit bloc pour 2 nœuds. Au niveau des dérives, vous les lisez dans un sens gauche-droite. Alors, ici, le centre correspond à 0 degré de dérive. Et ici, vous voyez, vous avez 5 degrés de dérive, 10 degrés de dérive. Alors, au niveau des dérives, un point d'attention, c'est que l'échelle n'est pas la même partout. Tout d'abord, si vous prenez l'arc pour la vitesse de 100 nœuds, eh bien, au-delà de 100 nœuds, un petit bloc correspond à 1 degré de dérive. Par exemple, ici, sur l'arc pour la vitesse pour 200 nœuds, par exemple, eh bien, comptons, on a un bloc, 2, 3, 4, 5, et à 5, on arrive bien à l'affichage pour 5 degrés de dérive. Ça, c'est valable au-delà de 100 nœuds. Par contre, en deçà de 100 nœuds, attention, parce que là, un petit bloc correspond à 2 degrés de dérive. Alors, venons-en maintenant au fait. Le calcul du cap et de la vitesse sol, en fait, je vais vous l'expliquer en 5 étapes. La première étape, ce sera de faire glisser votre disque de sorte à afficher sous le point central du disque votre true airspeed. On avait calculé la true airspeed pour notre vol, on avait une true airspeed de 103 nœuds. Donc je vais aller positionner 103 nœuds sous le centre du disque. Alors là on a 100, 102, 100, 103, c'est entre le petit bloc pour 102 et celui pour 104. Hein. On le met comme ceci, voilà. 103 nœuds est affiché. Étape numéro 2, ce sera de faire tourner votre disque intérieur de sorte à afficher sous le curseur votre route vraie pour le leg. Alors on pourrait dire oui, mais il est mis true heading, je sais, mais en fait cette indication true heading, elle ne porte bien son nom que lorsqu'on arrive à la fin de la manipulation. Donc initialement, on affiche sous le curseur notre route vraie pour le leg. Et notre première route vraie pour aller vers Sierra, c'était 169. Et donc on va afficher 169, voilà. Faites attention que votre disque n'ait pas bougé dans le sens vertical. On est toujours bien à 103 nœuds de true airspeed. Et donc voilà l'étape numéro 2. Afficher la route vraie sous le curseur. Étape numéro 3, c'est d'afficher votre vent. Alors vous avez une languette intérieure ici. Et sur cette languette, vous allez lire votre vent. Et en fait, lorsque vous travaillez sur la face low, vous lisez la vitesse de votre vent sur l'échelle low. Vous avez une échelle de vent ici avec 10 nœuds, 20 nœuds, 30 nœuds. Et donc vous voyez ici une graduation sur la languette qui affiche le vent. Une graduation en fait correspond à 2 nœuds de vent. Hein. On a un vent de 200 degrés 30 nœuds. Pour afficher ce vent, vous devez mettre en vis-à-vis la direction de votre vent, 200 degrés, vis-à-vis du côté high de la languette du vent. En fait, vous mettez le côté que vous n'utilisez pas, high, sur la direction du vent, et vous allez lire votre vent
sur la partie lot. Étape numéro 4, c'est de lire la dérive initiale. J'insiste, la dérive initiale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un vent à 30 nœuds. Eh bien, si vous lisez 30 nœuds de vent, ça nous donne une dérive de 12 degrés. Ok, 12 degrés de dérive. Alors, la common mistake, c'est que beaucoup d'élèves s'arrêtent à cette étape-ci. C'est-à-dire de se dire, j'ai un track 169, j'ai un vent qui vient de la droite à 30 nœuds et qui vient aussi de face. Paf, ça me donne une dérive de 12 degrés. Et donc, mon cap corrigé pour le vent, ce sera quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner le disque intérieur pour prendre 12 degrés de correction dans le vent. C'est facile. Le nez de l'avion doit toujours tourner dans le vent, hein, si on veut corriger pour ce vent. Et donc, 169, 12 degrés dans le vent, ça nous donnerait un cap corrigé de 181. Eh bien, c'est pas bon. Certes, on va corriger pour le vent, mais la méthode est approximative et il manque une étape cruciale. Et ça va être l'étape numéro 5. Donc, l'étape numéro 5 consiste à ajuster la position du disque intérieur de sorte à rendre égale la dérive affichée et la différence entre le cap vrai et la route vraie. Alors, ça va être plus parlant avec des chiffres. Qu'est-ce qu'on avait? Souvenez-vous, la dérive initiale qu'on avait à l'étape numéro 4, c'était 12 degrés. Et donc, on a fait une correction de 12 degrés dans le vent, c'est-à-dire une différence entre la route vraie et le cap vrai de 12 degrés. Ce qui donnait 181 comme cap vrai. Seulement, si vous revenez, après avoir fait cette manipulation, si vous revenez sur la lecture de la dérive, vous voyez que le fait d'avoir tourné dans le vent nous donne maintenant une dérive de seulement 8 degrés et plus 12 degrés. Et donc, le souci, c'est que ici, la dérive affichée, 8 degrés, elle ne correspond pas à la différence entre la route vraie et le cap vrai. On a 12 degrés d'un côté, on a 8 degrés de dérive affichée. Et donc, le fin travail va être de tourner votre disque de sorte à obtenir une dérive affichée égale à la différence entre le cap vrai et la route vraie. Alors, on voit que notre dérive, elle a baissé. En fait, si vous voulez, l'avion, lorsqu'on corrige pour le vent, l'avion se dispose lui-même de manière différente vis-à-vis du vent. Et donc, c'est pour ça que cette étape 5 a son importance. Alors, la dérive, en gros, elle a baissé. Donc, on va aller chercher une correction sur le track initial qui était 169. On va aller chercher plutôt seulement 10 degrés de correction, ce qui va nous donner un cap vrai de 179 du coup. Voilà, je vais mettre 179. Et là, qu'est-ce qu'on lit comme dérive? On a 9 degrés de dérive. Donc, c'est toujours pas bon, vu qu'on a la différence entre le track vrai et le cap vrai qui est de 10 degrés, 169 et 179, mais on a 9 degrés de dérive. Toujours pas bon. Donc, on va continuer à affiner. Alors, on a toujours une dérive affichée qui est plus petite que la différence entre le cap vrai et la route vraie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à diminuer la différence entre le cap vrai et la route vraie, et on va plutôt prendre 9 degrés de correction sur ce track. Donc, on va prendre 8 degrés
vers la droite pour obtenir un cap vrai de 178. On a donc bien une route de 169, un cap de 178, ce qui fait 9 degrés de correction dans le vent. Donc on a 9 degrés de différence. Et quelle est notre dérive? Eh bien, notre dérive, elle est affichée à 9 degrés. Et donc on a enfin trouvé un cap vrai tel que la différence entre ce cap vrai et la route vraie est égale à la dérive affichée. Et donc notre cap corrigé pour le vent, pour aller vers Sierra, ce sera 178, avec quoi comme ground speed? Surtout n'oubliez pas de lire votre ground speed, sinon vous devrez chaque fois recommencer. Qu'est-ce qu'on a? Ben on a, au niveau vertical, on a une ground speed de 76 nœuds. Voilà. Alors, en parallèle aux manipulations avec le computer, je vous invite à immédiatement noter les différentes corrections pour chaque leg. Donc ici, je les ai déjà toutes complétées. Dans ce navloxy, les choses se présentent de la manière suivante. On a vers Sierra un track vrai de 169. On avait 9 degrés de correction avec un cap vrai de 178. On a 1 degré de variation est. Et ça nous donne donc un cap magnétique de 177. Et ainsi de suite pour tous les legs. En parallèle, n'oubliez pas les grandes speeds. Alors dans ce navloxy, ils mettent 2 cases pour la grande speed. La grande speed estimée qui est en fait celle qu'on calcule avant le vol. Et en vol, vous pouvez éventuellement, sur base de vos mesures, réajuster cette grande speed. D'ailleurs, toutes les cases ici qui sont grisées à partir de grande speed, ce sont des cases qui sont destinées à être complétées en vol. Alors, la base de la navigation, c'est la précision du cap et la précision du timing. On va maintenant calculer le timing pour chaque leg. Alors ce timing, il est écrit ici dans ce navlog comme étant un Estimated Time Elapsed. Et c'est la case supérieure, celle qui est blanche, pour chaque leg. Pour le premier leg, par exemple, on a 76 nœuds de ground speed et on a 7 nautiques. Alors, au niveau du principe, si vous voulez calculer un timing avec le computer, vous allez utiliser la face avant du disque. Simplement, vous mettez en vis-à-vis un timing sur l'échelle intérieure et une distance sur l'échelle extérieure. Alors, si on vole à 76 nœuds, ça veut dire qu'on fait 76 nautiques en 60 minutes. Et donc, j'ai mis en vis-à-vis 76 nautiques sur l'échelle extérieure et 60 sur l'échelle intérieure pour 60 minutes. Et donc, en fait, il y a une proportion qui va rester valable. Alors maintenant, faites attention de ne plus bouger le disque intérieur. On a 76 nautiques en 60 minutes. Et donc, combien de nautiques on avait? On avait 7 nautiques jusque Sierra. Et bien, paf, 7 nautiques, ça va nous donner 5,5. Alors, attention, il faut lire ça comment? Il faut lire ça comme étant 5,5. Ça va, on ne va pas mettre 55 minutes. Donc, en fait, il y a juste du bon sens au niveau de l'interprétation des grandeurs qu'il faut faire dans ce cas-ci. En fait, vous faites 76 nautiques en 60 minutes ou vous faites 7,6 nautiques en 6 minutes. Et donc, vous faites 7 nautiques en 5,5 minutes, ce qui veut dire 5 minutes 30. Alors, on pourrait être rigoureux, utiliser le manuel pour voir en combien de temps est-ce qu'on va monter et tout ça. Mais honnêtement, on va grosso modo se permettre d'arrondir les choses en disant qu'on va mettre peut-être 1 minute 30 en plus pour aller vers le point Sierra. Donc on ne va pas chipoter. Pour aller vers Sierra, on va mettre
plutôt que 5 minutes 30, je vais dire 7 minutes, quoi. Et ainsi de suite. Et donc, on a noté les différents timings pour chaque leg, 7, 18, 4, 2 et 1 minute. Alors, au niveau du calcul du timing, n'oubliez pas la navigation, la base c'est la précision du cap, la précision du timing. Donc, si vous avez pour un leg 7 minutes 30, ben, c'est pas 8 minutes et c'est pas 7 minutes. Hein. Non, 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 non. Je vous conseille d'arrondir vos timings à la quinzaine de secondes. C'est acceptable. Ça va donc vous arrondissez à la quinzaine de secondes. Alors moi personnellement j'ai eu un petit peu de chance et c'était même pas voulu, c'est que je suis quasiment tombé sur des valeurs rondes au niveau des timings. Et donc vous faites la somme des différents timings, 7, 18, 4, 2 et 1, ce qui vous donne un temps de vol total de 32 minutes. Alors ce temps de vol, il va nous être utile parce que sur base de ça, on va pouvoir faire notre fuel planning. Alors, pour terminer au niveau du calcul du cap et de la grande speed, je fais une petite parenthèse ici pour signaler que dans certains bouquins, une autre méthode de calcul est proposée en utilisant le computer. C'est une méthode qui va utiliser la languette pour le vent de manière complètement différente. Cette autre méthode, elle ne requiert pas la fameuse étape numéro 5 sur laquelle j'ai bien insisté avant. Cette méthode, en gros, elle va fonctionner passablement, mais j'insiste sur un point, c'est que elle n'est, d'après le manuel du computer, pas tout à fait juste. Et la preuve en est que le manuel du computer lui-même vous met en garde. Vous voyez ici, a word of warning for CPL and TPL students. Alors on va dire oui, ok, ici si c'est pour du PPL, mais tout de même, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et donc, ils expliquent clairement, je vais traduire ici, une manière alternative de résoudre ces problèmes, c'est-à-dire calcul du cap et de la grande speed, à ces opposants qui prétendent que leur méthode est plus facile, c'est la fameuse deuxième méthode, parce que cette méthode, elle ne demande pas de ajuster, affiner la position du disque intérieur de sorte à équilibrer la dérive et la différence entre le cap vrai et la route vraie. Malheureusement, leur méthode demande à ce que la vitesse et la direction du vent soient marquées sur la fenêtre de manière opposée à la méthode officielle. De plus, contrairement aux méthodes professionnelles qui sont décrites ci-dessous, donc vous voyez quand même que le manuel dit que cette autre méthode, en soi, ils sous-entendent que ce n'est pas professionnel. Ils disent que leur méthode ne peut pas être utilisée pour résoudre tous les problèmes. Et donc, les élèves, du moins CPL à TPL, ben pourquoi pas tout le monde? Alors s'il y a une méthode qui est plus juste qu'une autre, autant utiliser la juste dès le départ. Donc les élèves sont fortement invités à suivre la méthode qui est décrite dans le bouquin et qui est en fait celle que je vous ai expliquée. Voilà, parenthèse fermée. En ce qui concerne le calcul de la quantité de carburant à emporter, en fait, quand on vole en pilote privé, on fait du non commercial. Et donc, les règles qui s'appliquent à nous, ce seront les règles de l'EASA, PART NCO. NCO pour Non-Commercial Operation Other Than Complex Aircraft. Et donc là, vous avez une description de différentes situations de vol avec différents schémas pour le fuel. À côté de ça, vous avez
le fuel tel qu'il est calculé pour le vol commercial et qui lui sera décrit au niveau de l'EASA Part 4, 4 pour Commercial Air Transport. Et en fait, le fuel tel qu'il est calculé en commercial, il tient compte de beaucoup plus de marge comparé au non commercial. Et donc, en soi, même si vous faites du vol non commercial, ce n'est pas une mauvaise chose de faire votre calcul de fuel sur base des règles pour le commercial. Alors, les règles qui s'appliqueraient à un avion de type non complexe, genre monomoteur à piston, en fait, ce serait l'Acceptable Means of Compliance 2, 4 OP MPA 181. Et là, on vous décrit le schéma de fuel dans ce cas-là. Votre quantité minimum de fuel, ce serait la somme d'un taxi fuel. Votre trip fuel, qui comprend le décollage, la montée, la croisière, l'approche et l'atterrissage à la destination. Vous avez le contingency fuel, c'est en fait une quantité de réserve qui permet de pallier à certaines éventualités, du style éviter une mauvaise météo, suivre des instructions de l'ATC qui amènent à un déroutement. Et c'est une quantité de carburant qui doit correspondre au moins à 5% de la quantité du trip fuel. Vous devez également emporter un alternate fuel, la quantité de fuel nécessaire pour voler jusqu'à votre aéroport de diversion après avoir atteint votre aéroport de destination. Et enfin, vous avez besoin d'un final reserve fuel. Ce final reserve fuel, si vous prenez en compte les règles commerciales, pour un avion à piston, il équivaut toujours à 45 minutes de consommation à la consommation de meilleure endurance. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Par contre, en NCO, là, c'est pas 45 minutes, c'est 30 minutes en vol de jour. Alors, en ce qui concerne le calcul maintenant, eh bien, on a, grâce au manuel de vol, 27 litres à l'heure de consommation. Je ne connais pas par cœur pour notre avion la quantité de taxi fuel, mais bref, ici c'est juste un exemple, on va se dire que c'est 2 litres. Comme trip fuel, on a un temps de vol de croisière de 32 minutes. 32 minutes, ça va nous donner quoi 27 litres, un peu plus de la moitié, ça va nous donner quelque chose comme 14 litres. Ensuite, contingency, au moins 5% de 14, ça va nous donner 0,7 litres. Bref, on va arrondir à 1 litre. Ensuite, on a l'alternate fuel. Alors, au niveau de l'alternate, il faut se dire que si on ne sait pas atterrir à Liège, si l'avion est basé à Charleroi et qu'on sait le faire, autant ramener l'avion à Charleroi. Donc, on va prendre comme alternate fuel la quantité de fuel pour revenir à Charleroi depuis Liège. Donc, le vol, en fait, inverse. La différence, c'est qu'on aura plus de vent de face. Alors, si vous voulez être rigoureux, vous devez calculer de nouveau le temps de vol, quoi. Et ici, on va juste pour simplifier, on va imaginer que pour le vol retour, on devrait voler 1 heure pour aller de Liège à Charleroi. Donc, ce qui nous donnerait 27 litres, juste pour l'exemple. Et ensuite, on a notre final reserve fuel. J'insiste que pour le commercial, avec un avion à piston, c'est 45 minutes. 45 minutes à la holding speed, donc à la vitesse de meilleure endurance. Alors, vous pouvez prendre la vitesse de meilleure endurance. À la meilleure endurance, forcément, vous allez avoir une consommation minimale pour tenir votre avion en l'air. Mais vous ne serez que plus safe si vous prenez en compte une plus grosse consommation. Donc pour simplifier la vie, on va dire qu'on consomme toujours 27 litres pour voler ces fameuses 45 minutes. Je vais simplifier, on va dire 20 litres. Résultat des courses, ça nous donne 64 litres. 64 litres et j'oubliais que évidemment les procédures d'une école peuvent toujours vous imposer une quantité minimum supplémentaire à emporter. Alors, 64 litres, c'est donc notre minimum fuel. Si on revient sur le Navlock, en fait, le Navlock est également un outil de fuel management. Et on verra plus tard que lors du vol, on est censé vérifier
la quantité restante de carburant vis-à-vis de la quantité minimum aux différents stades du vol. Alors, notre quantité minimum de carburant, on a vu, c'était 64 litres. Alors, quel est le principe? Le principe, c'est qu'on a différents points tournants. Et entre ces différents points tournants, on consomme du carburant. L'idée est la suivante, c'est de calculer la quantité consommée pour les différents legs et de soustraire cette quantité consommée aux différents legs de sorte à reproduire la quantité minimum de carburant qui doit rester au passage des différents points tournants. Donc, on part avec 64 litres. Et bien, en fait, il faudrait calculer à quoi correspond 7 minutes de consommation pour aller jusqu'au Sierra. Ensuite, à quoi correspond 18 minutes de consommation. Si on le fait, eh bien, en fait, on se rend compte que 7 minutes de consommation, ça va nous donner 3 litres 15. Et donc, une fois qu'on atteint Sierra, on est censé avoir consommé 3,15 litres. Si on part avec la quantité minimum de carburant prévue, 64, ça veut dire que à Sierra, notre quantité minimum de carburant qui doit rester, c'est les 64 litres soustraits des 3 litres, 15. Et donc, ça nous donnerait 60,85. Alors, ça, c'est vraiment la manière purement académique. Maintenant, est-ce qu'en vol, on est capable de lire des aussi petites valeurs que 0,85 pour le fuel? Sur des tout petits legs, en fait, honnêtement, c'est un peu débile de commencer à chipoter avec des si petites consommations de fuel. En fait, le but de fuel management, c'est de vérifier la quantité de fuel une fois qu'on a eu une consommation de carburant suffisamment conséquente que pour pouvoir faire un bilan, évidemment. Donc, on voit quoi? On voit que quand on arrivera au point Sierra de Liège, là, on aura eu une consommation conséquente et là, on pourra faire un bilan qui a du sens. Alors, qu'est-ce qu'on aura consommé? 25 minutes. Jusqu'au Sierra de Charleroi, 7 minutes, et puis jusqu'au Sierra de Liège, 18 minutes. Donc 25 minutes, ça nous fait 11,25 litres. Si on prend comme fuel au départ 64 litres, ça veut dire qu'il doit nous rester 52,75 litres comme quantité minimum de fuel attendue au moment où on arrive à Sierra. C'est-à-dire que si quand on passe le Sierra de Liège, on a toujours au moins 52,75 litres, eh bien, on a toujours notre quantité de fuel avec le fuel suffisant pour faire une diversion, le fuel suffisant pour pouvoir voler 45 minutes à la meilleure endurance. Et qu'on a toujours notre contingency fuel si on doit dévier de notre trajectoire initiale. Et vous faites ainsi de suite. Donc vous reproduisez la quantité minimum de carburant. Donc j'insiste que la case supérieure ici, ça va être la quantité de minimum fuel soustraite du fuel consommé par leg. Enfin, pour terminer la préparation, nous allons devoir revenir sur la carte afin d'annoter la carte avec les variables du jour. Ça va consister d'une part à compléter les doghouse et également décrire les différents time ticks le long des legs. Au niveau des doghouse, l'idée est de reprendre le cap à voler pour le leg, suivi de l'altitude désirée, suivi du timing pour le leg, suivi de l'altitude minimum. Autre annotation à ajouter à la carte, ce sont les fameux time ticks. Alors, ces time ticks, en fait, ce sont des points le long du leg qui sont espacés d'un certain timing
et qui évidemment doivent être inscrits sur la carte le jour même du vol, puisque l'espacement entre ces points espacés de 3 minutes, il va dépendre de la grande speed le long du leg. Alors pour le leg allant du Sierra de Charleroi au Sierra de Liège, on avait une grande speed de 117 nœuds. Alors pour ce faire, vous allez devoir prendre votre Grand Speed Charts qui fait la relation entre des grandes speeds et des lignes représentant 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, 12 minutes, etc. Alors, étant donné qu'on a une grande speed de 117 nœuds, eh bien, on va plier la feuille à la valeur de 117. Alors, à 117, ça va nous donner... Voilà, je vais la plier ici. Voilà la feuille pliée pour 117 nœuds. Vous mettez la ligne pour 0 minute au début du leg, donc au point Sierra, et vous apposez vos time ticks. Alors, les time ticks, je vais les écrire en rouge par exemple. Alors, on a un premier time ticks à 3 minutes. On en a un suivant à 6 minutes. Et donc, vous pouvez noter en parallèle la valeur du timing. Donc, au point ici, nous sommes à 3 minutes. Ensuite, ici, nous sommes à 6 minutes. Et ainsi de suite. Alors, pour ceux qui désireraient naviguer en France, il est conseillé de consulter l'équivalent de Skies, mais pour les Français, à savoir le site du SIA. Vous allez tomber sur une page comme ceci, avec au-dessus AIP, préparation du vol. Préparation du vol, en fait, vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités, grosso modo, que pour le site de Skies. Comme pour Skies, si vous voulez introduire des plans de vol, avoir des briefings météo, avoir du PIB par exemple, eh bien vous devez vous créer un compte sur le site du SIA. Ceci dit, il y a pas mal d'options très intéressantes qui sont accessibles sans pour autant devoir créer un compte d'utilisateur. Et donc, en étant sur la page d'accueil ici, vous voyez, vous avez plan du site SIA et puis vous avez AIP. Et là, vous avez le premier onglet qui s'appelle visualisateur AIP. Eh bien, si vous cliquez là-dessus, c'est en fait un outil formidable parce que c'est une carte interactive pour toute la France et qui vous permet d'afficher des zones prohibées, restreintes, dangereuses, qui vous permet d'afficher les CTR, les TMA. Donc en fait, c'est vraiment vous qui sélectionnez ce que vous voulez afficher sur une carte interactive. Alors, imaginons par exemple qu'on fasse un vol de Charleroi jusque Lima Foxtrot Sierra Juliette, donc Sedan, et on fait ce vol comme je l'ai tracé en magenta en passant par la ville de Dinan, par exemple. Vous avez des onglets là sur le côté, et vous voyez, j'en ai entouré un en rouge. Si vous cliquez là-dessus, en fait, vous pouvez sélectionner ce que vous affichez sur cette carte interactive. Et donc, par exemple, en faisant le vol vers Sedan, eh bien, on peut se demander quel service d'information en vol ou SIV va être approprié pour la région dans laquelle on vole. Eh bien, si vous sélectionnez dans les options espace aérien SIV, il va découper la carte en vous présentant chaque fois quel service d'information en vol a appelé. Et donc, par exemple, dans la région de Sedan, là, on voit que c'est le service de Paris.
Et vous avez également un petit i qui s'affiche en parallèle du cadre où il est mis SIV Paris Nord. Si vous cliquez sur le petit i, vous allez avoir les informations du style les limites verticales de ce service, l'horaire, etc. Donc très intéressant. Vous avez également, dans ce que vous pouvez afficher sur la carte, les zones restreintes, dangereuses et prohibées. Et donc par exemple ici, moi j'ai sélectionné les 3 et on voit que sur notre route entre Dinan et Lima Foxtrot Sierra Juliette, on va avoir une zone rouge qui est en fait une zone prohibée. C'est la P38 qui est en fait la centrale nucléaire de Chaux. Et donc sur cette carte interactive, si vous mettez votre souris sur la zone en question, eh bien, vous allez afficher toute une série d'informations intéressantes avec l'horaire de la zone, ainsi que dans les remarques, la référence pour aller retrouver les détails de cette zone dans la IP. Quoi d'autre? Au niveau de ce visualisateur d'AIP, vous avez tout en haut à droite le symbole des paramètres ou settings. Vous voyez la petite roue crantée. Eh bien, si vous allez là, vous pouvez changer le fond de carte. Si vous cliquez au niveau du fond de carte, vous pouvez afficher par exemple la carte satellite, ce qui vous permettrait de voir certains points de référence. Alors, pour continuer avec les informations sur la France, dans le cas où vous avez activé un plan de vol via le site du SIA, il est important d'avoir le numéro à appeler afin de clôturer votre plan de vol. Et donc voilà le numéro du BRIA de Bordeaux. Pour le reste, si on revient sur la page d'accueil et vous avez une deuxième section plus bas qui s'appelle préparation de vol. Et là-dedans, vous allez retrouver Atlas VAC France. En fait, ça, ce sont les cartes d'approche visuelles. On vous les donne gratuitement. Toujours dans cette section préparation de vol, vous avez aussi les activités défense et notamment les cartes ASBA. Alors, ASBA pour activation des zones basse altitude. Et en fait, en France, vous avez tout un réseau de zones basse altitude qui peuvent être piégeuses parce qu'en fait, elles ne sont pas reprises dans le visualisateur d'AIP. Et donc, vous devez aller à l'endroit que je viens de vous montrer, là, dans Carte ASBA, sur la page d'accueil. Et si vous cliquez sur Carte ASBA, eh bien, vous allez tomber dans une section avec de nouveau une carte interactive qui vous affiche tout ce réseau de zones basse altitude. Et donc, vous avez toutes les zones basse altitude qui sont répertoriées. Par exemple, vous voyez que juste en dessous de Sedan, ici sur la carte, vous avez une Restricted 4-5 November 2. Eh bien, vous aurez l'horaire de cette zone. Et comme ça, vous savez si la zone en question est active. Et ce sont des zones dans lesquelles vous ne pouvez pas rentrer si vous ne participez pas à l'exercice militaire. Voilà en gros pour les quelques compléments au niveau de la navigation en France. C'était surtout pour expliquer ce qui était utile de consulter au niveau de ce site SIA. Enfin, si vous continuez à naviguer sur le site, à un moment donné, vous allez tomber sur cette page-ci et vous allez retrouver en haut à droite les produits numériques en libre disposition. Et là, en fait, vous trouvez toute une série de cartes qui sont gratuites. Et ce sont des cartes qui peuvent être spécifiques pour une région. Par exemple, là à droite, la carte pour la région parisienne. Donc, intéressant
également.